qui arrivent avec leurs rêves, leurs inquiétudes, leurs colères, leurs talents cachés. Apparaissait il y a près de 4000 ans. Bonjour ou bonsoir. Nous voilà pour un nouveau podcast de mots en partage intitulé Une histoire de l'école. Chers collègues puinés, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est peut-être que tu viens d'entrer dans une salle de classe. Ou peut-être que tu t'apprêtes à le faire avec cette légère inquiétude que connaissent tous les enseignants. Ce mélange de courage et de vertige qui ressemble un peu à l'instant où l'on pousse une porte derrière laquelle nous attendent 30, 40, parfois 50 regards. Je vais donc te raconter une petite histoire. Pas celle des manuels scolaires, pas celle des circulaires administratives, ces documents qui donnent souvent l'impression que l'école fonctionne comme une usine parfaitement huilée. Non, je vais te raconter l'histoire de l'école telle que je l'ai vécue. Quand j'ai commencé à enseigner, mon collègue puiné, notre pays était jeune, tout jeune. Il sortait à peine de l'enfance politique qu'on appelle l'indépendance. À cette époque, l'administration avait récupéré beaucoup de ses meilleurs cadres pour organiser l'État naissant. Donc beaucoup d'enseignants ont rejoint l'administration générale. L'école, elle, comme une maison qu'on vient de vider. Il restait quelques meubles solides, beaucoup de bonne volonté et une armée de jeunes enseignants improvisés. Et parmi eux, il y avait moi. Beaucoup d'autres jeunes Djiboutiens qui, soyons honnêtes, n'étaient pas encore des maîtres de pédagogie, mais plutôt ce qu'on appelait alors des répétiteurs, autrement dit, des soldats de la pédagogie. Pas toujours très armés, mais très courageux. Nous avions face à nous deux forces. D'un côté, les enseignants de la coopération française, souvent expérimentés. De l'autre, nous, jeunes enseignants nationaux, pleins de convictions, mais parfois un peu perdus dans la forêt des méthodes pédagogiques. Pourtant, mon cher puiné, je vais te dire une chose. Cette responsabilité immense fut un moteur. Quand plus personne n'est parié sur certains élèves, nous avons appris à parier sur eux. Quand les méthodes manquaient, nous avons inventé. Quand le manuel faisait défaut, nous avons improvisé. C'est là que j'ai découvert une idée simple, mais révolutionnaire. Tout enfant peut apprendre dans toutes les conditions. Les pédagogues appellent cela le principe d'éducabilité. Moi, je l'appelais simplement cela l'espoir. Tu vas donc servir un lieu très particulier. On l'appelle simplement l'école. Mais derrière ces mots modestes se cache une institution étonnante. L'école est à la fois un refuge, un laboratoire, un théâtre et parfois, soyons honnêtes, une petite comédie humaine. Elle accueille des enfants qui arrivent avec leurs rêves, leurs inquiétudes, leurs colères, leurs talents cachés et parfois leurs cahiers oubliés. Elle leur apprend beaucoup de choses. Lire,
écrire, compter, mais si elle fait bien son travail, elle leur apprend aussi quelque chose de plus précieux, devenir humain parmi les humains. L'école développe l'esprit, affine l'intelligence, éveille la curiosité. Elle apprend à réfléchir, à coopérer, à douter, à comprendre. Elle n'est pas seulement un lieu de savoir, elle est un lieu de civilisation. Mais l'école, mon collègue Puinet, n'est pas né hier. Son histoire remonte très loin. Bien avant les tableaux blancs, les stylos à billes et les réunions pédagogiques interminables, les premières formes d'école apparaissaient il y a près de 4000 ans en Égypte et en Inde. Les scribes y apprenaient à écrire les hiéroglyphes pendant que leur maître leur rappelait, probablement avec une certaine fermeté, que la calligraphie est une affaire sérieuse. Puis, beaucoup plus tard, en Europe, l'école s'est transformée. On raconte souvent que Charlemagne inventa l'école. C'est un peu exagéré. Les historiens aiment bien corriger cette légende. Mais il est vrai qu'il encouragea fortement l'enseignement. Bien des siècles plus tard, un autre personnage marquera profondément l'histoire scolaire, Jules Ferry. Celui qui rendra l'école laïque, gratuite et obligatoire. Une révolution, une promesse, en tout cas, une vision de la République. Et c'est le modèle que nous avons hérité. C'est ce modèle que notre pays a en grande partie usé longtemps. Bien sûr, avec le temps, cette école a pris une couleur africaine. Les murs peuvent être les mêmes, mais les voix qui les habitent ont changé. Cependant, l'école moderne vit une étrange contradiction. Elle est à la fois porteuse d'utopie et traversée par des crises. Autrefois, l'éducation semblait évidente. La tradition organisait la transmission, mais le monde a changé. Aujourd'hui, l'école doit naviguer entre plusieurs tensions, entre tradition et modernité, entre autorité et liberté, entre savoirs anciens et réalités nouvelles. Et parfois, on se demande si l'école doit rester isolée de la vie publique ou si elle doit, au contraire, en être le cœur battant. L'école de la République du XIXe siècle avait une vision très claire, peut-être trop claire même. Elle pensait former deux catégories d'hommes, les travailleurs et les savants, une classe ouvrière et une classe savante. Mais regarde autour de toi aujourd'hui, mon collègue Puinet. L'école ne forme plus ni l'une ni l'autre. Elle produit souvent quelque chose de plus étrange. Des élèves qui accumulent des connaissances sans toujours comprendre le monde dans lequel ils vivent. Si j'avais à réinventer l'école aujourd'hui, je partirais d'une idée simple. Le travail et les jeux. Car toute vie humaine oscille entre ces deux forces. Le travail construit la dignité. Le jeu
développe l'intelligence. Un enfant qui apprend sans joie finit par oublier. Un enfant qui joue intelligemment découvre le monde. Mais l'éducation, comme la société, souffre aussi d'une maladie étrange, la nostalgie. Chaque génération affirme avec gravité: de mon temps, l'école fonctionnait mieux. On évoque alors les anciens manuels, les fameuses leçons de Mamadou et Binetta. Et l'on croit parfois qu'il suffirait de rouvrir ces livres pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. La vérité est beaucoup plus simple. Aucun manuel ne remplace un bon enseignant. Et aucun système ne fonctionne sans intelligence pédagogique. Car, soyons lucides, mon collègue Puiné, la crise de l'éducation est visible. Les enseignants la constatent, les parents s'en inquiètent et les élèves s'ennuient parfois profondément. Certains arrivent au lycée avec une lecture fragile, une écriture hésitante et une curiosité un peu fatiguée. Mais cela ne signifie pas que l'école est condamnée. Cela signifie simplement que chaque époque doit réinventer son école. Car les hommes ne naissent pas citoyens, ils les deviennent. Et ce travail s'appelle l'éducation. C'est pour cela que les utopies ont toujours accompagné l'école. Les penseurs de l'éducation imaginent sans cesse des sociétés idéales, des îles parfaites, des écoles merveilleuses, des élèves enthousiastes, des enseignants inspirés. Bien sûr, ces utopies ne sont jamais entièrement réalisables, mais elles servent à une chose essentielle: nous rappeler que l'éducation peut toujours être meilleure. Alors, mon collègue Puiné, si un jour tu doutes, et tu douteras certainement, souviens-toi simplement de ceci. L'école doit être un lieu où l'on apprend à dire la vérité, même devant les puissants. Un lieu où l'on défend les faibles. Un lieu où l'on apprend le courage, l'humilité et la dignité. Un lieu où l'on découvre que la réussite n'autorise pas l'orgueil et que l'échec ne doit jamais engendrer le désespoir. Un lieu où l'on apprend la grandeur du pardon et la pauvreté de la vengeance. Un lieu où l'on apprend à écouter ceux qui ne pensent pas comme vous. Car enseigner, mon cher collègue Puiné, ce n'est pas transmettre des connaissances seulement, c'est former de conscience. Et si un jour, notre école parvient à accomplir tout cela, alors peut-être notre petit pays deviendra une grande école pour l'humanité et ses citoyens, des femmes et des hommes capables de penser, d'aimer et de construire ensemble. C'est pourquoi, je te le dis, cher collègue Puiné, une autre école est toujours possible et avec elle, un autre citoyen. Je vous remercie.